Ok, André Borba les a gagnés. Ali Bongo Ondimba ne les a jamais gagnés. La preuve, eh bien, moi j'étais ce fameux 3 septembre 2009 à la Cité de la Démocratie, lorsque les bérets rouges sont venus tirer sur nous comme si nous étions des lapins, ok, pour permettre à son fameux ministre de l'Intérieur d'aller proclamer les résultats. Vous croyez que c'est une démocratie, ça? C'est pas une démocratie. En plus, avec un score de moins de 50%. Alors, vous avez été à Solferino invité en tant qu'Union nationale. Est-ce qu'il y avait d'autres partis politiques de pays africains qui participaient Ben, à écoutez, moi j'ai ce... vu, bon, c'est pas qu'il y avait beaucoup de monde, mais je sais que j'ai vu Tanor Dieng du Parti socialiste sénégalais qui était là. Hmm. J'ai vu d'autres personnes, mais effectivement, il y avait d'autres personnes qui étaient invitées, oui. D'autres partis politiques africains. Africains, oui. Hmm. Vous avez donc, en jugé votre présence à Solferino, une certaine aura politique. Vous croyez que votre action politique actuelle peut porter des fruits? J'ai bénéficié de l'aura de l'Union nationale. Ah oui. Voilà. J'ai bénéficié de l'aura de l'Union nationale. Et personnellement, vous pensez que votre action politique au sein de l'Union nationale peut porter des fruits? Écoutez, je suis une militante. Je me bats pour l'alternance dans mon pays. Je me bats pour une véritable démocratie dans mon pays. Je me bats pour qu'enfin nous apprenions à nos enfants à ne plus tricher, à ne plus frauder, comme c'est le cas aujourd'hui. Je me bats pour tout cela. Donc je pense que si je peux apporter une contribution à l'édifice de cette alternance et de cette démocratie au Gabon, oui, je pense que mon combat peut apporter quelque chose. La rumeur fait état de cette relation entre le Parti socialiste français et l'opposition gabonaise, notamment ce que moi j'appelle en tant que journaliste l'ex-Union nationale. Vous l'appelez l'Union nationale. Quelle est cette complicité? Est-ce que la rumeur a raison ou pas? Mais écoutez, c'est pas que la rumeur a raison ou pas, il y a des faits qui sont là. Ok, lorsqu'il y a eu les élections, ces fameuses élections truquées de 2009, le Parti socialiste a pris fait et cause pour l'opposition. Lorsque nous sommes allés au PNUD en janvier 2011, le Parti socialiste a pris fait et cause. Et pour d'autres situations, lorsqu'il y a eu les élections législatives dernièrement qui se sont passées comme elles se sont passées, le Parti socialiste a réagi. Donc je pense qu'effectivement, il y a une convergence de vues entre le Parti socialiste, entre la gauche et l'Union nationale et l'opposition gabonaise de manière générale. Et maintenant, c'est tout simplement à nous, aujourd'hui, de voir comment ces partis peuvent aider, mais les Africains de manière générale. Parce que si vous avez suivi à la Bastille, quand François Hollande est arrivé, il y avait plusieurs drapeaux africains. Absolument. Okay. Ce qui a été dénoncé par oui, l'UMP. D'accord, ça a été dénoncé par l'UMP, mais ces Africains étaient là parce qu'ils avaient une soif de la démocratie. Parce que rappelons-nous que c'est quand même François Mitterrand en 1990 avec la Baule qui nous a amené la démocratie en Afrique. Et aujourd'hui, tous ces Africains qui étaient là espèrent que François Hollande continuera à faire en sorte que la démocratie soit plus présente en Afrique. Madame Chantal Mimboto, empruntons ce couloir publicitaire, on se retrouve juste derrière. Vous êtes toujours dans Femme Leader sur TV+, la télévision du futur. Et vous le savez, depuis une trentaine de minutes, l'invité, c'est Madame Chantal Mimboto, épouse Gondjou. Et j'ai souvent du mal à rattacher les deux noms, parce que Chantal Mimboto, ça a été souvent ce qui a été dit à Libreville et au Gabon, épouse Gondjou. Parce que j'ai beaucoup de sympathie pour monsieur Paul-Marie Gondjou, qui est votre époux. Alors, Madame Mimboto, le Gabon a été récemment classé par le Fonds monétaire international comme étant le troisième pays africain le plus riche. Vous avez un commentaire à faire là-dessus? Madame Gondjou va vous répondre là-dessus, parce que vous avez dit Madame Mimboto. Voilà. Et j'ai un commentaire à faire là-dessus. Oui, bon, oui, le FMI la SUMA fait, je pense, au vu des ressources naturelles qui regorgent dans notre pays. Au vu peut-être du pétrole, du manganèse, du bois. Mais concrètement, aujourd'hui, sur le terrain, je ne vois pas où se trouve cette richesse.
Je ne la vois pas. Parce que quand vous regardez aujourd'hui comment les Gabonais vivent, dans quelles conditions les Gabonais travaillent, etc., je ne pense pas que nous puissions dire que cette richesse est palpable. Alors nous sommes bien d'accord, le Gabon est bien le troisième pays africain le plus riche. Oui, Vous êtes d'accord avec le classement fait par le FMI? En termes de ressources naturelles, je dirais oui. Mhm. Mais maintenant, en termes de vécu sur le terrain, je dirais non. Alors vous allez donner votre avis sur les conditions de vie des Gabonais. Qu'est-ce que vous pensez des conditions de vie des Gabonais actuellement? Mais écoutez, je pense tout simplement qu'aujourd'hui, le Gabon va mal. Le Gabon est sérieusement malade. Le Gabon est sérieusement malade. Et vous avez ici et là des conflits sociaux qui se déclarent. Vous avez aujourd'hui ces pauvres étudiants à l'université, au Mabongo, qui sont en grève depuis un bon bout de temps, sans qu'on arrive à trouver réellement une solution à leurs problèmes. Vous avez aujourd'hui ces fonctionnaires qui se plaignent. Vous avez aujourd'hui au niveau de la santé des choses qui ne vont pas. Vous avez aujourd'hui au niveau de l'éducation de manière générale et globale des choses qui ne vont pas. Vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes qui sont au chômage. Mais je parle par exemple des jeunes. Quelqu'un vous dirait, quelqu'un vous rétorquerait que ça peut arriver dans n'importe quel pays. Aujourd'hui, au Canada, les étudiants, comme les étudiants gabonais, font des marches, font une grève. Au Canada, excusez-moi, c'est quand même l'un des pays les plus puissants au monde. Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais le problème, c'est qu'ils ont déjà des années d'avance sur nous, vous comprenez? Quand vous avez, par exemple, moi je vois, c'est tout simple, hein, aux États-Unis ou au Canada, ils travaillent tous sur Internet. Ok? Ici à l'UOB, je ne pense pas que ce soit le cas. D'accord? Bon, lorsqu'ils ont des revendications qu'ils posent, ils ont raison de les poser. Et moi, ce qui me surprend, c'est qu'aujourd'hui, à la tête du gouvernement et autres, ce sont quand même des personnes qui sont passées par l'UOB et qui savent très bien comment les choses se sont passées et qui se rendent compte qu'il n'y a pas eu une très grande évolution entre les conditions de vie à l'époque et aujourd'hui. Et je dis quand même que ce malaise, aujourd'hui, il est important. Et là, je pense que nous allons vers une année blanche, ce qui est dommage pour ces jeunes-là. Moi, je pense aussi quand on voit... De toute façon, il n'y aura pas d'année blanche. En réalité, on réussit souvent à rattraper les années à l'université. Oui, mais on rattrape comment? En faisant du saupoudrage? On rattrape comment? En faisant la promotion de la médiocrité? On rattrape comment? C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas dire qu'on va réussir. Le problème, c'est qu'on rattrape toujours. On rattrape toujours. On triche toujours. On fraude toujours. Et ça doit s'arrêter. Pour ce qui est de l'université, qu'est-ce que vous souhaiteriez qu'on remette tout à plat et puis qu'on recommence? Mais moi, je pense déjà qu'il faut quand même s'asseoir et bien réfléchir aux problèmes de l'université de manière générale. Nous avons déjà des problèmes avec l'UOB, nous en avons avec l'USTM, et j'entends dire qu'il y a des universités qui vont se créer à gauche et à droite. Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir créer ces universités à gauche et à droite? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui est demandé aux étudiants est faisable ou pas? Parce que n'oublions pas, à Libreville, ok, d'accord, les enfants peuvent être scolarisés à un certain âge. Mais moi, j'ai fait le tour du Gabon. Vous avez des enfants qui, à 10 ans, sont au CP. Vous croyez qu'ils vont avoir le bac à quel âge? Et ils seront à l'université à quel âge? Parce que tout simplement, l'école se trouve à 5 ou 10 km de chez eux. Ils doivent y aller à pied et les parents ne peuvent pas accompagner leurs enfants. Les problèmes sont profonds. Les problèmes sont profonds. Alors moi, quand on parle de malaise, de richesse, moi, quand je regarde les Gabonais vivre, je dis, mon Dieu, mais où est passée cette richesse? Où est passée cette richesse? C'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait faire des économies. Oui, il suffit que Ali Bongo Ndima voyage moins. Parce que ces voyages coûtent quand même des centaines de milliards aux contribuables gabonais. Mais c'est un budget qui est alloué à la présidence de la République. Ah donc, bon, il est sur la loi des finances? Ben je présume que je ne pense pas. Ah non? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et donc vous nous laissez entendre et aux Gabonais que les voyages effectués par le chef de l'État... Je pense que les voyages effectués par le chef de l'État, par Ali Bongo Ondimba, ne nous rapportent pas grand-chose. Excusez-moi, depuis qu'il fait ces voyages, qu'est-ce qu'il y a eu comme investissement notable?